Il y a quelque chose qui se passe en ce moment sur le continent africain et dans les pays où des Africains ont posé leurs valises, quelque chose que beaucoup refusent de nommer clairement. Pas parce que c'est un tabou, pas parce qu'on ne le voit pas, mais parce que regarder la vérité en face exige un courage que tout le monde n'a pas. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va peut-être te mettre mal à l'aise. Ça va peut-être t'énerver. Ça va peut-être te forcer à remettre en question des convictions que tu portais depuis longtemps. Mais une chose est certaine, tu ne pourras plus prétendre que tu ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un mouvement qui s'organise. On parle de foules qui défilent dans les rues, de délais qui tombent comme des couperts de guillotine, de documents officiels qui circulent, de démentis qui arrivent trop tard et sentent le mensonge à plein nez. On parle de milliers de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain, sans papier, sans protection, sans filet. Et au milieu de tout ça, il y a des gens qui applaudissent, quoi. Il y a des gens qui se frottent les mains des sommeillants en disant « Vous voyez, on avait raison ». Et cette réaction-là, cette joie malsaine devant la souffrance du voisin, c'est peut-être le vrai sujet de cette vidéo. Alors accroche-toi, parce que ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça dépasse de loin la simple question d'immigration. C'est une histoire de solidarité trahie, c'est une histoire de dignité bafouée, et c'est une histoire qui te concerne toi aussi, directement, même si tu penses être à l'abri. Commençons par le commencement. L'Afrique du Sud. Ce pays qui, depuis des décennies maintenant, est devenu le symbole le plus douloureux d'une contradiction africaine fondamentale. Un pays qui a souffert comme aucun autre sous l'apartheid. Un pays dont la libération en 1994 a été saluée comme une victoire pour toute l'humanité. Un pays que Nelson Mandela avait rêvé comme une nation arc-en-ciel. Un modèle de réconciliation et de dignité. Ce même pays est aujourd'hui le théâtre de scènes que ses propres fondateurs auraient jugé inacceptables. Des scènes qui rappellent, par leur logique profonde, ce que ce pays a justement voulu dépasser. Il y a quelques semaines, des foules se sont à nouveau rassemblées dans plusieurs villes sud-africaines. Non pas pour réclamer des droits, non pas pour dénoncer une injustice, mais pour exiger que des étrangers quittent le territoire. Des Africains, des Zimbabwéens, des Mozambicains, des Congolais, des Somaliens, des Nigérians. Des hommes et des femmes qui, pour la plupart, sont venus chercher exactement ce que les Sud-Africains eux-mêmes ont cherché pendant des siècles. La survie, un toit, un repas, un avenir pour leurs enfants. Et là, dans les rues de Johannesburg, de Durban, de Cape Town, des groupes organisés les désignent comme des ennemis. Ils les accusent de voler les emplois. Ils les accusent de pratiquer des crimes que les statistiques locales ne peuvent pas leur attribuer de façon sérieuse. Ils les accusent d'exister dans un pays où, semble-t-il, leur présence est devenue insupportable. Mais voilà ce qui est étrange, ce qui devrait te faire réfléchir. Parce que ces manifestations, elles ne surgissent pas de nulle part. Ces foules ne se forment pas spontanément. Et quand on commence à poser les bonnes questions, quand on arrête de regarder les images en surface, et qu'on cherche à comprendre ce qui se passe vraiment en dessous, des zones d'ombre commencent à apparaître. Des zones d'ombre que personne ne semble vouloir éclairer. Commence par une question simple. Comment fait-on pour mobiliser des milliers de personnes dans les rues sur plusieurs jours consécutifs? Comment est-ce qu'on organise une marche de grande ampleur dans une ville comme Johannesburg sans que ça coûte quelque chose? Les gens ont besoin de se déplacer, des bus, des camions, du carburant, il faut payer tout ça. Les gens marchent sous le soleil pendant des heures, ils ont faim, ils ont soif, il faut les nourrir. Et surtout, si ces personnes ont un emploi, elles ne peuvent pas se permettre de manquer le travail pendant des jours sans conséquence. Alors qui paye? Qui finance? Qui organise? Ces questions-là, les journaux mainstream ne les posent presque jamais. Mais elles sont au cœur de tout. Et puis, il y a cette autre couche encore plus troublante. L'Afrique du Sud a des élections qui se profilent à l'horizon. Et dans ce contexte-là, la xénophobie est une arme politique particulièrement efficace. Rien de plus simple que de pointer un bouc émissaire facilement identifiable pour détourner l'attention de problèmes structurels profonds. Le chômage en Afrique du Sud dépasse les 30%. Les inégalités sociales sont parmi les plus vertigineuses au monde. Le système éducatif est en crise. L'eau, l'électricité manquent régulièrement dans des quartiers entiers. Mais il est tellement plus simple d'expliquer tout ça par la présence de l'étranger. Et il est tellement plus facile de remporter une élection en vendant cette histoire à un peuple fatigué, en colère et qui cherche des réponses. Alors on dit à ces foules, les étrangers vous volent votre pain. Et les foules, qui n'ont pas forcément les outils pour démêler le vrai du faux, qui vivent dans une précarité réelle et profonde, ces foules y croient. Parce que c'est une explication simple à une souffrance complexe. Et maintenant, écoute bien ce qui s'est passé il y a peu. Parce que là, on entre dans le cœur du sujet. Un chef communautaire, dans l'une des régions d'Afrique du Sud, a donné un ultimatum public. Il a déclaré devant des caméras et des micros que les étrangers en situation irrégulière avaient jusqu'au 30 juin pour quitter le territoire. Et il a ajouté quelque chose de glaçant. Il a dit, mot pour mot, ou presque, « Après le 30 juin, nous ne pourrons plus garantir votre sécurité. » Réfléchis à ce que ça signifie concrètement. Ce n'est pas un fonctionnaire qui t'informe d'une procédure administrative.
C'est quelqu'un qui te dit, avec le calme d'un homme qui sait ce qu'il fait, si tu restes, on ne peut pas te protéger de ce qui va t'arriver. C'est une menace voilée. Une menace qui n'ose pas tout à fait dire son nom, mais qui est là, nette, précise, terrifiante. Et la police ? Elle était présente lors de certaines de ces manifestations. Des agents en uniforme ont accompagné des cortèges dont l'objectif explicite était d'intimider des communautés étrangères. Des enfants d'immigrants ont été chassés d'établissements scolaires pendant que les forces de l'ordre regardaient. Quand des familles sont allées au commissariat pour demander protection, on leur a dit de rentrer chez elles, qu'ils n'y avaient rien à faire. Alors la question qui se pose naturellement est la suivante. À quel moment une institution censée protéger tous les résidents d'un territoire décide-t-elle de n'en protéger que certains ? Et à quel moment cesse-t-elle d'être une institution de l'État pour devenir l'instrument d'un groupe particulier ? Mais continuons. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un autre acteur dans cette équation. Un acteur qu'on évoque rarement dans ce type de discussion, mais dont la présence en Afrique du Sud est documentée, vérifiable et stratégiquement significative. On parle d'Israël. Oui, Israël. Le gouvernement sud-africain a pris position de manière forte sur la question palestinienne. Il a accusé Israël de crimes de guerre. Il a défendu la Palestine devant les instances internationales. Ces deux pays ne se parlent plus. Les relations diplomatiques sont au plus bas. Pourtant, des agents israéliens ont été identifiés en train de se rendre dans la province de l'Eastern Cape pour rencontrer des chefs traditionnels locaux. Des autorités coutumières qui sont précisément en opposition avec le gouvernement central du pays. Et ces chefs traditionnels ont reçu des cadeaux. De l'argent, des attentions. En échange de quoi, on ne peut que spéculer. Mais quand un pays cherche à déstabiliser un autre, l'un des outils les plus classiques est de semer la discorde de l'intérieur, de financer des tensions communautaires, de s'appuyer sur des acteurs locaux qui ont des griefs contre le gouvernement en place. Ce n'est pas de la théorie du complot, c'est de la géopolitique élémentaire que n'importe quel étudiant en relations internationales te confirmera. Est-ce que ça signifie que toute la xénophobie sud-africaine est pilotée de l'extérieur ? Non. Bien sûr que non. Il y a une souffrance économique réelle. Il y a des frustrations authentiques dans des communautés qui ont été abandonnées par leur propre gouvernement. Mais ces frustrations sont instrumentalisées. Elles sont orientées. Et certains acteurs extérieurs ont intérêt à ce que l'Afrique du Sud reste déstabilisée, divisée, incapable de jouer son rôle de puissance continentale. Et pendant ce temps, les vraies questions restent sans réponse. Pourquoi les inégalités héritées de l'apartheid n'ont-elles pas été réellement résorbées 30 ans après la fin du régime ? Pourquoi les terres ne sont-elles toujours pas redistribuées de façon juste ? Pourquoi les infrastructures de base sont-elles défaillantes dans des townships qui abritent des millions de personnes ? Pointer l'étranger, c'est précisément ne pas répondre à ces questions. C'est détourner le regard. Et ceux qui profitent de cette déflexion savent exactement ce qu'ils font. Maintenant, changeons de continent. Et ce que je vais te dire maintenant a créé une onde de choc sur les réseaux sociaux africains, le Cambodge. Un pays d'Asie du Sud-Est que la majorité des Africains auraient du mal à situer sur une carte il y a encore quelques années. Mais ce pays vient de faire irruption dans le débat africain d'une façon que personne n'avait prévue. Voilà ce qui s'est passé. Un document a commencé à circuler massivement sur les réseaux sociaux francophones et anglophones du continent. Ce document, rédigé sous l'entête du département général de l'immigration du ministère de l'Intérieur cambodgien, annonçait que des ressortissants de plusieurs pays africains, notamment le Ghana, le Kenya, le Cameroun, l'Ouganda et d'autres encore, avaient bénéficié d'une dérogation temporaire de séjour qui expirait le 30 et 1 mai 2026. Et que passé cette date, toute personne en situation irrégulière s'exposait à une arrestation immédiate, des poursuites judiciaires, une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison, une amende de 8 000 $ américains et une expulsion définitive. Le document a provoqué une réaction en chaîne. L'indignation a été immédiate. Des milliers de commentaires ont afflué, des créateurs de contenu, des militants, des internautes ordinaires ont exprimé leur colère face à ce qu'ils percevaient comme une discrimination raciale caractérisée. Comment un pays asiatique, un pays que des Africains avaient aidé à développer à travers leur présence économique et leurs investissements humains, pouvait-il se retourner contre eux de cette façon ? Puis, quelque chose d'intéressant s'est produit. Le gouvernement cambodgien a publié un démenti officiel. Un communiqué daté du 29 mai dans lequel Phnom Penh rejetait fermement et catégoriquement les informations circulant sur les réseaux sociaux. Le gouvernement affirmait que le document était un faux, une fabrication de toutes pièces, un fake news conçu pour déformer la réalité et tromper l'opinion publique nationale et internationale. Le Cambodge soulignait qu'il appliquait ses lois d'immigration de façon équitable, sans discrimination de nationalité. Et maintenant, voilà la vraie question. Est-ce que tu crois ce démenti ? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il est arrivé si tard ? Pourquoi a-t-il fallu une pression internationale pour qu'il soit publié ? Et pourquoi est-ce que, malgré ce démenti, des Africains continuent de rapporter des expériences troublantes au Cambodge ? Parce que voilà ce qu'on sait avec certitude. Le Cambodge est effectivement, depuis plusieurs années, en guerre contre un réseau de cybercriminalité qui opère depuis ses frontières. Et ce réseau a des ramifications africaines qui sont, elles, documentées et vérifiées. Je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne.
Parce que cette réalité-là, peu de gens la connaissent vraiment. Et elle est fondamentale pour comprendre ce qui se joue. Depuis le milieu des années 2010, le Cambodge, et plus généralement certaines zones de l'Asie du Sud-Est, sont devenus des hubs pour une industrie criminelle d'un genre nouveau. Les fermes à arnaque. On les appelle ainsi parce qu'elles fonctionnent comme des usines. Des dizaines, parfois des centaines d'opérateurs travaillent dans des conditions proches de l'esclavage, derrière des ordinateurs, pour extorquer de l'argent à des victimes à travers le monde entier. Il y a plusieurs variantes de ces arnaques. L'arnaque sentimentale, le fameux love scam, dans lequel l'opérateur crée un profil fictif de personne attirante, développe une relation émotionnelle avec la victime pendant des semaines ou des mois, puis lui soutire de l'argent en invoquant une urgence. L'arnaque à l'investissement, dans laquelle la victime est convaincue de placer des économies dans une plateforme fictive qui disparaît avec les fonds. L'arnaque à l'emploi, dans laquelle quelqu'un est contacté avec une offre d'emploi alléchante à l'étranger. Et c'est là que beaucoup d'Africains entrent dans cette histoire. Des jeunes hommes et femmes du Ghana, du Cameroun, du Kenya, de l'Ouganda, de partout sur le continent, ont reçu des offres d'emploi au Cambodge. On leur promettait un travail dans le domaine du marketing digital, un secteur en pleine expansion, un salaire décent, un logement fourni, un avenir. Ils ont pris leurs économies. Certains ont emprunté de l'argent à leur famille. Ils ont payé leurs billets d'avion. Ils ont traversé des milliers de kilomètres avec l'espoir d'une vie meilleure. Et à leur arrivée, la réalité les a frappés avec une violence qu'ils n'avaient pas anticipée. Dans certains cas, des hommes armés les attendaient à la sortie de l'aéroport ou à l'adresse qu'on leur avait donnée. On leur confisquait leur passeport. On les enfermait dans des installations sécurisées. Et on leur expliquait ce qu'ils allaient faire désormais. Non pas du marketing digital, mais des arnaques, cibler des victimes, usurper des identités, soutirer de l'argent à des inconnus à travers des scénarios élaborés, sous la menace, sous la contrainte, sans possibilité de fuite réelle, car sans document d'identité, un Africain au Cambodge est complètement vulnérable. Des témoignages ont commencé à émerger. Des hommes qui décrivaient des journées de 15 heures devant un ordinateur. Des punitions pour ceux qui ne remplissaient pas leur quota. Des violences physiques dans certains cas. Un homme a décrit sa situation comme être en prison sans avoir jamais commis de crime. Il disait que regarder à travers les barreaux imaginaires de sa situation, voir la liberté sans pouvoir l'atteindre, était l'une des expériences les plus dévastatrices de sa vie. Et voilà la tragédie dans la tragédie. Ces hommes et ces femmes sont victimes. Ils ont été trompés, manipulés, réduits à l'état d'instruments. Mais leur visage, leur passeport, leur nom sont associés à des réseaux criminels. Et quand les autorités cambodgiennes décident de sévir contre ces réseaux, ce sont eux, les victimes, qui se retrouvent en première ligne. Pas forcément les organisateurs, souvent protégés par des connexions locales ou des enveloppes bien placées. C'est dans ce contexte précis que le document sur les expulsions a circulé. Vrai ou faux, ce document a eu un effet réel. Il a alimenté un sentiment de rejet de l'Africain en général. Et certains, en Afrique du Sud particulièrement, ont utilisé cette information, vérifiée ou non, comme une validation de leur propre xénophobie. Regardez, disait-il, même le Cambodge ne veut plus de vous. Donc, quand nous faisons pareil, nous avons raison. Et c'est précisément cette logique, cette façon d'utiliser la souffrance d'une communauté africaine quelque part pour justifier la persécution d'une autre communauté africaine ailleurs que nous allons démanteler maintenant. Mais avant ça, il faut qu'on parle de Cindy. Cindy est une femme sud-africaine. Oui, tu as bien lu. Une sud-africaine. Elle vivait à Shanghai, en Chine, où elle travaillait comme institutrice dans une école maternelle. Elle était fière de son travail. Elle aimait ses élèves. Elle s'était construite une vie loin de chez elle, avec la détermination de ceux qui font confiance à leurs propres valeurs pour s'en sortir. Et puis un jour, lors d'un désaccord avec le responsable des ressources humaines de son employeur, elle a vécu quelque chose d'irréel. Un homme l'a frappée au visage. En plein choc. D'un coup de poing, elle a crié, elle a essayé de se défendre, elle a tenté de fuir, elle a cherché à utiliser son téléphone pour documenter ce qui se passait. Il lui a arraché le téléphone, elle a couru dans les couloirs, elle a cherché de l'aide. Les femmes présentes ont regardé sans intervenir. Elle est sortie du bâtiment sans ses chaussures, sans sac, sans téléphone, dans la rue d'une ville étrangère, seule, terrifiée. Elle a croisé une jeune chinoise qui parlait anglais et qui a accepté d'appeler la police. Les policiers sont arrivés. L'homme qui l'avait frappé a nié. La directrice adjointe a prétendu n'avoir rien vu. Les policiers ont informé Cindy que son visa expirait dans quelques jours et que sans preuve formelle, elle devrait accepter une compensation financière. Elle a accepté, parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais elle a fait quelque chose que son employeur n'avait pas prévu. Elle a parlé, elle a enregistré une vidéo, elle a raconté tout ce qui s'était passé avec une précision et un sang-froid remarquables. Et elle a adressé ce message à toutes les personnes qui, comme elle, subissaient des traitements abusifs en silence parce qu'on leur avait dit que parler aurait des conséquences. Son téléphone avait été volé. On lui avait refusé les images de vidéosurveillance. On l'avait menacée de poursuites judiciaires si elle contactait des médias.
On avait menacé de l'inscrire sur une liste noire d'enseignants pour lui bloquer tout accès à un emploi dans le pays. Elle a quand même parlé. Et c'est là que réside une vérité que les xénophobes d'Afrique du Sud n'ont pas voulu entendre. Parce que si vous pensez à cette histoire et que votre première réaction est de vous en réjouir, de dire « c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à rester chez elle », alors vous n'avez pas encore compris le message fondamental de cette vidéo. Ce message, on va le formuler clairement dans un instant. Mais d'abord, il faut qu'on parle de ce que représente vraiment la xénophobie en Afrique subsaharienne, et pour ça, il faut qu'on parle de l'histoire. Pas de façon abstraite, pas de façon académique, mais de façon concrète, en partant de faits que tu connais peut-être déjà, mais que tu n'as peut-être pas encore connectés entre eux de cette façon. L'Afrique a été colonisée. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait historique. Et la colonisation, entre beaucoup d'autres choses, a fait quelque chose de très particulier au tissu social africain. Elle a tracé des frontières arbitraires qui ont coupé des peuples, séparé des familles, divisé des communautés qui partagent une langue, une culture, une histoire. Et elle a instillé dans les esprits une hiérarchie qui plaçait certains Africains au-dessus d'autres, selon la façon dont ils étaient perçus par leurs colonisateurs. Elle a créé des rivalités là où il n'y en avait pas. Elle a semé des graines de méfiance qui ont germé pendant des décennies.